Je cite, « La perte de fonction, la perte de rôle dans la société, la perte de capacité à désirer, à aimer, la perte de possibilité de se lier à l'autre, d'avoir des amitiés, une estime de soi et ainsi de suite. L'humiliation que subit au quotidien ce peuple de la part de ses dirigeants sont de puissants vecteurs révolutionnaires. En cela, on doit les remercier, parce qu'en révélant régulièrement leur mépris, leur assurance, ils nous donnent des instruments pour les subvertir et pour nous émanciper. » Ouais. Et alors, cette citation, elle nous a inspiré, entre autres, un thème, un sujet, c'est les souverainetés. Les souverainetés au pluriel, parce que sur le territoire, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'enjeux. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. Donc on a organisé un petit parcours pour que Juan Branco rencontre des acteurs inspirants sur le territoire et que ça puisse s'aimer, que ça puisse inspirer. Alors, je tiens à le faire de suite, comme ça au moins c'est fait et on ne me reprochera pas d'oublier. Je tiens à remercier tous les bénévoles. Florian, Jade, Aurélie, Nathalie, Carole, Tati Daniel, Nohan, Thierry, Catherine, Hervé, Eva, Noé, Diego, Sabine, Tony, Aurore. Merci à tous et toutes qui sont venus, qui êtes venus ici avec quelque chose pour qu'on puisse partager ensemble, un pot de l'amitié. Cette attention nous va droit au cœur. Merci. Merci à Cinda et Julia du cabinet. Merci aux personnes qui vont assurer la première partie. J'ai nommé Damien Tarel, j'ai nommé Maxime Nicole, qui nous font la joie de nous rejoindre. Et merci à Juan Branco d'avoir accepté l'invitation sur le thème de cette conférence « Après l'oligarchie ». Quelle souveraineté! Pour ce qui est du programme, vers 18h30, donc après l'intervention de Juan Branco, il y aura une séance de questions-réponses pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Et ensuite, il y aura donc ce fameux pot de l'amitié pour qu'on puisse échanger, se rencontrer et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur le territoire, en Drôme et en Ardèche. Et trêve de blabla, je vais donc donner la parole à Damien Tarel. Et Damien, si tu veux nous rejoindre. Merci. Debout ? Oui. J'ai une question à te poser, Damien. Alors, il y a une citation qui dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Je pourrais dire que dans ma vie, j'ai eu 2 rencontres véritablement impactantes. La première, c'est celle avec Emmanuel Macron, et la deuxième avec Juan Branco, qui m'a soutenu en fait face à la justice, à cette justice française qui, on le sait aujourd'hui, est très partiale et ne sert pas du tout les intérêts du peuple. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. Avant de gifler Macron, j'étais gilet jaune dans cette région, donc peut-être que face à moi, j'ai des camarades de lutte, peut-être même, on peut dire, des frères d'armes avec qui on a été sur les ronds-points et on s'est fait... on a connu la répression. Je ne sais pas si certains étaient à, on va dire, la débandade du plateau des couleurs de Valence. J'étais là avec des amis de tout horizon politique. C'était vraiment une période, on va dire, incroyable qui nous a fait prendre conscience, en fait, que le peuple de France partageait des problématiques qui n'étaient pas du tout partagées par ses élites et qu'il y avait une véritable rupture entre nous et eux. Suite à cette gifle, j'en ai pris conscience face au juge et face à mon premier avocat qui, on va dire, n'a pas été d'un grand secours. Suite à ça, j'ai tout de suite pensé à Juan Branco pour ma défense. J'ai même pensé le jour de mon arrestation, mais on va dire je n'étais pas sûr d'avoir véritablement besoin d'un avocat, étant donné que ma première avocate m'avait rassuré en me disant que je n'irais pas en prison quoi qu'il arrive. Sûrement, on va dire, un petit stratagème.
Et j'avoue que la première fois que j'ai été en contact avec Branco, il y a cette sensation de toujours se demander est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est un infiltré? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on voit à la télé, mais en vérité, qui est-il? Et tout de suite, à ma première rencontre avec Juan Branco, j'ai vu qu'il était d'une grande franchise, d'une grande intelligence et d'une parfaite compréhension justement des problématiques que nous, ce peuple un peu d'en bas, on traverse. Et ça m'a énormément touché et on a fait, je pense, un procès face aux juges de la République qui était admirable, où on a remis en question leur capacité de juger, en fait, de juger de cet acte, eux qui sont censés représenter le peuple de France, et de juger aussi durement. En fait, on les a mis face au fait qu'ils ne représentaient qu'une institution, la République. Et ça, c'est grâce à l'intelligence de Juan Branco à comprendre les problématiques de nous autres et à son engagement qui est vraiment sincère contre ce régime, on peut dire, qui est pas loin du régime dictatorial, ou en tout cas, je pense qu'on peut le dire si jamais vous avez eu des expériences avec ce pouvoir en place. Voilà. Merci Damien. Et oui, ça passe par de la résistance. Et en parlant de résistants, il y a un certain René Char qui a écrit « On ne se bat bien que pour les causes qu'on modèle soi-même et avec lesquelles on se brûle en s'identifiant. » J'appelle Maxime Nicole, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Ça fait depuis 2018 qu'on est dans les rues, pour certains, qui sont peut-être ici sans gilet, et qu'on attend tous ce genre de moment où tout commence à se structurer et les idées commencent à éclore. Je crois que Damien, qui est là-bas, vous a un peu expliqué pour ceux qui... Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout suivi le mouvement des Gilets jaunes et qui n'ont pas été en manifestation? Vous pouvez lever la main, juste pour voir. Ils n'ont pas été en manifestation. Pas été, ok. Est-ce que vous avez vu ce qui se passait dans les rues ou est-ce que vous avez juste vu ça au travers des caméras de télévision nationales? D'accord. 10 000 arrestations préventives la première année, 33 éborgnés, plus d'une dizaine de mains arrachées, 12 décès dans ce mouvement. La réaction d'un gouvernement qui a commandé 67 millions d'euros de munitions de fusils d'assaut, doté des gendarmes de fusils d'assaut, commandé des blindés, les mêmes utilisés contre les émeutes en République centrafrique qui font 9 tonnes et qui sont capables d'être équipés de mitraillettes lourdes. Voilà la réponse d'un État démocratique où la liberté d'expression est quelque chose de sacré. On a été diffamé publiquement, hein, je ne sais pas si pour certains me connaissent mais d'autres non. Si vous allez sur internet, vous verrez que je suis antisémite, raciste, fasciste. Alors moi j'ai pas eu le malheur d'avoir une accusation de viol, mais Juan en a fait les frais. À l'époque, Mediapart m'avait interviewé pour que le lien que j'ai avec Juan, qui est un lien d'amitié mais aussi un lien de combat, se rompe. Apparemment ça n'a pas fonctionné et je pense que, enfin en tout cas moi je m'en réjouis. Et aujourd'hui on est là. On est là parce qu'on a tous eu la même envie, je pense. En tout cas à la conférence d'hier à Saint-Étienne, je crois qu'il n'y a pas une seule main qui s'est levée quand j'ai posé la question de savoir qui voulait que les choses changent. Je pense qu'on pourrait faire le test. Est-ce que vous voulez que les choses changent? Voilà. Et pourtant je suis sûr que si on fait des discussions individuelles, vous êtes tous de bords politiques différents, tous avec des opinions différentes sur des sujets très précis. Et on ne pourra jamais tous tomber d'accord sur ce genre de sujet. Ce qu'on veut, c'est qu'une oligarchie qui s'octroie des privilèges, avec notre argent, avec nos institutions, cesse de le faire. Et c'est en ça que ce qu'on fait actuellement est très important. J'ai travaillé aux côtés de Juan sur le mouvement des Gilets jaunes. J'ai été sorti de garde à vue de nombreuses fois par Juan et par d'autres avocats, dont David Luskin, à qui je passe le bonjour s'il voit cette vidéo, et bien d'autres, hein, le collectif Robe Noire et Gilets jaunes, qui était un collectif d'avocats qui avait aidé gratuitement tout un tas de militants sur le territoire.
Et aujourd'hui, Rouen lance un programme pour refonder notre vie collective. Et j'ai décidé, moi, de m'affilier à ce programme pour deux raisons. La première, parce qu'il est d'intérêt collectif. Et la deuxième, parce que beaucoup de gens m'ont demandé, Rouen vient d'un milieu aisé, il aurait pu avoir une belle vie, c'est quelqu'un qui aurait pu arriver en politique facilement. Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui vient du système? Eh ben, moi j'ai passé 4 ans à ses côtés, à dormir sur des canapés, à dormir dans des tentes, à dormir sous à prendre des gaz lacrymogènes et des coups de matraque, parce qu'il était avec nous dans les manifestations, sous les coups de matraque et les gaz lacrymogènes, pendant que d'autres faisaient des stands à la fin des manifs, au début des manifs, pour vous vendre un monde meilleur. Ça va être dur, je pense que personne ici se dit que ça va être facile. Ça va être violent. Violent pourquoi? Parce que l'État va être violent envers les gens qui veulent changer les choses. On a déjà vu à peu près ce que ça peut donner. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On doit être violent dans nos idées et dans la manière dont on les applique. On doit être violent en allant jusqu'au bout de ce projet et en ne lâchant rien du tout à l'État qui, de toute façon, et là c'est pour Damien qui est là-bas, beaucoup de gens ont pensé que la baffe que tu as mis à Macron, c'était un acte de violence. Moi, je te remercie, parce que, je le dis publiquement et honnêtement, pourquoi? Parce que ce système dont Macron fait partie met des baffes à quasiment tout le monde, en tout cas 11,5 millions de personnes dans ce pays, tous les jours. Donc je pense qu'une baffe en retour, c'était pas cher payé. Pardon, son ego, il a dû être blessé peut-être, mais merci de l'avoir fait, parce que ce jour-là, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens... Beaucoup de gens qui auraient voulu lui la donner. Même si c'est qu'un pion, et même si c'est pas le responsable de tous les maux, c'est quand même quelqu'un qui, quand on voit ce genre de personnage s'en prendre une, on est quand même un petit peu content. Voilà. Je vais pas tergiverser. Moi, je travaille sur ce projet en étant responsable communication et sécurité de la ruche 00. Pour les ruches, vous allez avoir une explication par la suite, notamment de ceux qui gèrent cette ruche ici, mais aussi de la part de Rouen. C'est un projet complexe, c'est un projet qui va demander du temps, de l'énergie. Tous les militants, et ça je préfère vous le dire pour ceux qui ne sont pas militants et qui pensent être dans un pays démocratique, tous les militants qui vont s'affilier à ce projet seront surveillés, vont être intimidés, ça va être difficile d'en discuter avec les collègues, avec les amis, mais je pense que si on a encore une chance de changer les choses, c'est celle-là. Et qu'une fois qu'elle sera passée, on a essayé la rue, on a vu ce que ça a donné, plus d'armes, plus de violence, plus de discrimination, etc. envers le peuple. Et là, on tente quelque chose de plus concret, de plus construit. Et je pense que c'est tous ce qu'on a envie au fond. Donc j'espère qu'on ira jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour tout ce que vous allez faire et tout ce que vous faites. Et je vais laisser la parole à Rouen, d'abord à notre cher ami qui préside cette... Merci à toi. Ouais, je fais les transitions. Transition pas facile, hein. Tant pis. Je vais me lancer sur une anecdote, moi, qui m'a marqué dans les discours de l'homme qui s'apprête à venir. C'est le fait de se présenter comme un outil, et de se présenter comme quelqu'un de déjà mort, dans un sens. Et ça m'inspire une citation d'un grand poète. Et si cet objet, c'était une bougie? Le sort de la bougie est de brûler. Quand monte l'ultime volute de fumée, elle lance une invite en guise d'adieu. Entre deux feux, sois celui qui éclaire. Juan Branco, sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Merci d'être venus en nombre. C'est très touchant pour moi d'être ici à vos côtés et d'essayer de commencer en fait ce parcours qu'on a lancé collectivement à partir de lieux qui souvent sont oubliés par nos dirigeants, sauf quand il s'agit parfois de prendre des vacances et d'essayer de profiter de ces beautés ou de ces produits, mais dont les réalités les désintéressent le plus souvent y compris l'électorat parfois, puisqu'on l'a vu, les résultats des élections comptent de moins en moins,
et la réalité de leur pouvoir et du fait qu'ils se maintiennent est leur seule priorité. Donc c'était important pour moi, après Fermini, à côté de Saint-Étienne, hier, à Emmaüs, de venir ici où j'ai été invité pour échanger quelques mots avec vous, d'être accompagné de personnes qui, à différents degrés et de différentes façons, ont marqué l'histoire des luttes sociales de notre peuple ces dernières années. Qu'il s'agisse de Damien Tarel, qui persiste à parler de baffe alors que j'essaie de qualifier de soufflet son geste pour le rendre plus acceptable et aussi l'inscrire dans la tradition historique et idéologique qui est la sienne, d'une forme de royalisme, je sais pas, je ne veux pas parler à sa place, mais en tout cas s'inscrire dans l'histoire longue d'une certaine noblesse au sens premier du terme qui a habité le peuple français et qui mettait un certain nombre de valeurs en amont. Et l'une d'entre elles, évidemment, l'honneur. Un honneur que nos dirigeants ont perdu, un honneur que le petit Paris, à force de se prostituer, a fini par perdre complètement, un honneur qui est intimement lié à la notion de vérité et au respect que cela génère à l'égard de l'autre. Et ce geste de Damien, j'ai toujours interprété comme une façon de venir rappeler au président de la République, mais avant tout à celui qui est à la tête de ce système que nous assumons de combattre, qu'il y avait des gens ici qui tenaient à l'honneur et qui étaient prêts, y compris au prix de conséquences lourdes, en l'occurrence des mois de prison, de le rappeler à ceux qui se prenaient de venir prétendre s'intéresser à eux en passant quelques minutes dans leur village et auprès de ceux qu'ils ont martyrisés, qu'ils ont éborgnés, qu'ils ont mutilés, comme le rappelait Maxime Nicole. Et j'étais très fier et ému quand il m'a proposé de le défendre, quand j'ai eu à l'accompagner dans l'une des antres du néant de notre temps, chez Hanouna, où il était déjà passé quelques mois auparavant et où j'y étais allé pour la première fois pour défendre aux côtés de lui Maxime Nicole. Donc comme quoi les choses se connectent et comme quoi, y compris dans les pires lieux de dépravation de ce pays, des choses peuvent naître. Et où on avait eu à se confronter à certaines des entités les plus faibles intellectuellement et moralement de notre temps. Et je trouve que c'est une séquence assez intéressante à voir parce que on voit ces éminences que sont Mathieu Delormeau et quelques autres jouer un rôle, évidemment, qui leur est attribué pour essayer d'écraser une parole transgressive, inquiétante, dangereuse pour ceux qui nous dominent. Parce que c'est une valeur qui est une parole qui très rapidement peut amener à des enchaînements qui leur feraient perdre leurs intérêts, leurs pouvoirs, leurs privilèges, et à retrouver une société plus saine, ce qui évidemment les mettrait en danger. Et à travers le geste de Damien Tarel, l'objectif, en l'invitant, était évidemment de le diaboliser, de l'humilier, de le rabaisser, comme ils l'ont fait de façon systématique à l'égard de tous ceux qui prenaient la parole pour les dénoncer, et s'assurer qu'en conséquence, sa réception dans le médium le plus populaire au sein de la télévision, cette émission qui est vue par des personnes dans toute la France, par plusieurs millions de personnes, et bien que ce geste se voit désactivé dans sa nature transgressive. Et le fait d'avoir pu se retrouver devant des juges en robe et d'avoir vu Damien, lorsqu'il s'est vu interroger sur les regrets qu'il pouvait ressentir à l'égard de son geste, douter, hésiter un instant, regarder ensuite le magistrat dans les yeux et lui dire oui, j'ai un regret, celui de ne pas l'avoir mieux exécuté. Eh bien, c'est un moment, je peux vous assurer, qui demeure d'autant plus que j'étais un peu en biais, lui était face au juge, donc il ne pouvait pas forcément le voir, mais j'ai vu le président du tribunal à ce moment-là se pincer les lèvres pour éviter de rire et perdre en fait toute l'efficace de sa gestuelle et de cette mise en scène financée par nos impôts pour essayer, encore une fois, là encore, de nous écraser. Et parfois, la valeur d'un avocat, ce n'est pas de vous éviter la sanction, ce n'est pas d'obtenir le meilleur résultat, c'est d'une part d'éviter l'humiliation et de vous permettre au lendemain de ces audiences qui peuvent être particulièrement violentes pour ceux qui ont eu à les connaître, que ce soit au civil ou au pénal, c'est des rituels qui sont faits pour dominer, eh bien, en partir le cœur léger et heureux d'y avoir été. C'est assez rare comme expérience, donc le simple fait d'avoir arraché ce moment de bonheur à ces êtres-là
est quelque chose qui, justement, nous inscrit très loin des caricatures qu'on tente de dessiner à nos égards, dans une forme de joie et de beauté, de recherche de beauté qui est au fondement de notre démarche qui, évidemment, confrontée à la violence qui était la leur, nous a amené à nous interroger sur les moyens d'action et au fait, non pas tant d'y répliquer que de s'en protéger. Et quand on a compris que la bienveillance et la gentillesse qui étaient la nôtre ne suffisaient plus, et que cette exposition de nos chairs nues qui a été mise en œuvre par les Gilets jaunes face à la violence d'État, sans la protection des syndicats, des partis politiques qui nous ont laissés seuls face à cette monstruosité, quand on a compris que cette chair nue était vulnérable, fragile, et qu'il fallait quelque part la protéger, et bien on a commencé à réfléchir, ça a pris quelques années. Entre-temps, on a eu accompagné d'autres personnes. Maxime a rappelé comment on l'a vécu en première main. Je pense qu'il aurait du mal à vous restituer parce que je pense qu'on met une vie à digérer ce que cela peut produire comme effet, comme ça a été son cas, non seulement d'avoir connu ce qu'il vous a très brièvement et humblement, même pas raconté, mais simplement mentionné, les gardes à vue, les menaces des policiers, les LPD qui se lèvent à hauteur de visage avec des insultes en vous conseillant, et c'est un euphémisme, de rentrer, de ne plus jamais revenir, les surveillances, les gendarmes qui toquent à la porte de votre domicile, tout ça c'est des réalités qu'ont connues des personnes aujourd'hui en France parce qu'ils ont tenté de porter leurs idées. Et il faut qu'on ait conscience que la nature d'un régime politique ne se jauge pas à l'effet qu'il produit sur les citoyens les plus communs. Il se mesure sur ceux qui essayent à un moment donné de prendre la parole. Il se mesure sur la violence qui s'applique à l'égard de ceux qui, à un moment donné, décident d'être dans la dissonance, y compris lorsqu'ils sont en première ligne, y compris lorsqu'ils sont essentiels, comme c'était le cas des soignants qui, pendant la crise sanitaire, se sont vus privés de leurs ressources et de leurs fonctions, de leur raison d'être, parce qu'ils exprimaient une résistance à une politique et à un pass vaccinal dont on sait qu'il n'a été adopté que pour nous diviser, pour générer de la violence entre nous et pour s'assurer que, loin de reporter la colère que générait cette situation à l'égard de nos dirigeants, on s'entre-déchire, quelle que soit notre position, à la fois sur la crise et sur les mesures qui avaient été adoptées. Et lorsque vous vous retrouvez face à des gens qui font preuve d'un tel cynisme et sont capables de diffracter un peuple, potentiellement de façon irrémédiable, d'affecter les sorts de millions de personnes, sans se préoccuper des conséquences, pour la seule raison qu'ils ont un pouvoir à préserver, pour la seule raison qu'ils ont des intérêts à protéger, eh bien évidemment, la question de l'action se pose. Et la question de l'action se pose dans l'ensemble des possibilités qui nous sont offertes, dans l'ensemble de la gamme qui est proposée à quelqu'un qui, à un moment donné, cherche à produire une rupture au sein de son pays pour tenter, et je pense que ce n'est pas un euphémisme, de le sauver. Parce que si en 2018, c'était une partie du peuple français qui était menacée et en danger, ceux qui, déjà précaires, ceux qui, en difficulté économique, y compris lorsqu'ils avaient un travail, se voyaient affectés d'une nouvelle taxe qui était censée financer l'écologie, mais qui en réalité cherchait à alimenter les caisses d'un État vidé par des exemptions fiscales qui avaient été offertes aux plus fortunés à travers le CICE, comme l'a révélé Wikileaks. Aujourd'hui, c'est notre destin en tant que nation qui est en jeu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron qui, à force de nous répéter qu'on est en guerre et à force de vouloir nous impliquer dans des guerres successivement, je tiens à vous rappeler parce que la mémoire politique est devenue friable à force d'être nourrie d'informations continues, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels. On finit par oublier que l'on a été exposé ces dernières années à des risques de guerre. Je mets de côté l'instrumentalisation de ce vocabulaire sur le Covid. Des vrais risques de guerre impliquant la France en tant qu'acteur d'une guerre réelle à 3 reprises. Tout d'abord, et j'imagine qu'une grande partie d'entre vous ne l'avait peut-être même pas noté, au Niger. Dans l'un des pays les plus pauvres au monde, Emmanuel Macron a cherché à générer une coalition militaire pour entrer en guerre
contre un régime politique suite à un coup d'État qui était intervenu dans le centre de l'Afrique. Donc vous avez la population, en termes de statistiques, la plus pauvre au monde. Mais un État d'où proviennent nos principales ressources en uranium, qui se voit affecté d'un soubresaut politique comme il en arrive régulièrement. Et vous avez Emmanuel Macron qui pour la première fois va assumer une pulsion de guerre de façon explicite, même s'il en avait déjà parlé il y a quelques années dans la revue des Deux Mondes, un entretien qu'il avait donné avant son élection, où il indiquait que le tragique allait se ressaisir de notre continent. Une sorte de prémonition qu'il n'a eu de cesse depuis de chercher à effectiver. À ce moment-là, donc, il propose aux États de la région de constituer une coalition militaire pour produire ce qu'ils appellent une intervention militaire, en réalité entrer en guerre. Première étape. Par miracle, grâce à une mobilisation citoyenne massive, là-bas, pas en France, parce que comme vous le savez, les questions militaires en France sont complètement exclues du débat démocratique. Et là, je ne parle même pas de la démocratie telle qu'on y aspire et telle qu'on l'envisage. C'est-à-dire une démocratie qui implique chacun d'entre nous, une capacité à s'exprimer non plus sur ceux que l'on considérerait être les plus à même de nous diriger, mais sur les sujets directement. Non, je parle même de la démocratie, de la fiction de démocratie telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie parlementaire. Aujourd'hui, le président de la République peut enclencher des guerres sans avoir une quelconque autorisation préalable de qui que ce soit, sans qu'il n'y ait eu une quelconque forme de débat de la part de qui que ce soit. C'est une prérogative constitutionnelle. Et il doit seulement, après 2 mois, obtenir l'aval, ou en tout cas en faire rendre compte par son gouvernement auprès de l'Assemblée nationale. Et donc, non pas grâce à notre merveilleux système démocratique, tel que nos dirigeants nous le décrivent, mais grâce à la vivacité des sociétés civiles en Afrique de l'Ouest, eh bien, les chefs d'État que Emmanuel Macron souhaitait mobiliser ont abandonné cette idée d'entrer en guerre. Et l'ont laissé seul, ce qui lui était impossible. Il était impossible pour la France d'assumer ce geste seule. Elle avait besoin, en fait, d'instrumentaliser ces États africains pour déclencher cette opération militaire et prétendre qu'elle faisait ça, encore une fois, pour sauver les pauvres êtres de couleur qui, un peu sauvages, ont bien besoin du blanc pour venir les discipliner et les réorganiser. Vous voyez, cette logique-là, je tiens à vous dire qu'elle a produit des effets nationalement. Une des personnes que je défends, qui est aujourd'hui la principale figure militante dans le monde francophone, qui est suivie par plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux, dont vous n'avez probablement entendu jamais parler, et si vous en avez entendu parler, c'était comme un antisémite et ainsi de suite. Bon, on ne va pas vous refaire tout le discours. Kémy Séba, qui était français, s'est vu retirer la nationalité française parce qu'il s'était opposé à cette guerre. Kémy Séba, né en France, de parents français, de grands-parents français, mais noirs, et c'est très important qu'on ait cela à l'esprit, s'est vu retirer sa nationalité française parce qu'il avait été ciblé par la DGSE et considéré comme l'une des raisons qui nous avait amené à ne pas entrer en guerre au Niger. Et donc, pour avoir sauvé la paix, il a été considéré comme ne méritant plus la nationalité française. Ça, c'est la réalité de notre gouvernement aujourd'hui. Quelques mois plus tard, Kémy Séba, qui passe par la France comme il en avait le droit pour aller voir son père, qui vit encore, se fait arrêter par 15 hommes cagoulés, armés, de la DGSI, qui vont l'amener au -4 du siège de la DGSI à Levallois-Perret, où je vais être à mon tour convoqué en urgence pour l'assister comme un avocat, et où il va se voir notifier qu'il était poursuivi pour des faits lui faisant courir 30 ans de prison. Des faits d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors même qu'il n'était plus français, du fait de leur décision. Et grâce à la mobilisation collective, notre intervention et ainsi de suite, on a réussi à le sortir de ces géoles au bout de 72 heures. Évidemment, il n'est plus jamais revenu.
Deuxième tentative de nous faire rentrer en guerre, la Palestine. On a tendance à vouloir vous le faire oublier, et ça a été la fonction des dernières déclarations d'Emmanuel Macron, qui annonce qu'il envisage de reconnaître l'État de Palestine. Bon. Emmanuel Macron, peu après le déclenchement de l'offensive à Gaza, se rend à Tel Aviv pour proposer à Benyamin Netanyahou, aujourd'hui poursuivi pour crime contre l'humanité, probablement demain pour génocide, de former une coalition internationale à ses côtés pour mener cette guerre. La France a été à ça de participer à un conflit qui serait devenu mondial et a été à l'initiative d'une démarche qui avait vocation à rendre ce conflit mondial à travers cette coalition internationale. Conflit qui a déjà causé 50 000 morts, comme vous le savez, dont un enfant sur 5 sont des enfants, et fait déplacer 2 millions de personnes, soit la totalité de la population de cet endroit. À nouveau, ce n'est pas grâce au peuple français, ce n'est pas grâce à la saine raison d'Emmanuel Macron que nous ne sommes pas rentrés en guerre, c'est grâce à la résistance que les autres acteurs internationaux, à commencer par Benyamin Netanyahou lui-même, suprême ironie, que nous ne nous sommes pas retrouvés impliqués dans cette guerre, avec les conséquences que vous imaginez dans un pays où des millions de musulmans vivent, qui accueille la principale communauté juive au monde après les États-Unis et Israël, et ainsi de suite. Troisième tentative d'Emmanuel Macron ces dernières années, de nous faire entrer en guerre. Et c'est important, parce que j'imagine que vous êtes en train de vous rendre compte à mesure qu'on les égrène, que tout est fait pour qu'on ne conscientise pas à quel point cet homme nous a fait jouer avec l'abîme ces dernières années. Tout est fait pour qu'on se distrait et qu'on finisse par oublier des choses qui sont pourtant dans l'espace public, qui à un moment donné nous sont arrivées et qui tout de suite ont été ensevelies. L'Ukraine. Quelques semaines avant l'élection de Donald Trump, pourtant prévisible, Emmanuel Macron propose de déployer des troupes françaises au sol du côté ukrainien pour entrer en guerre avec la Russie.